Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'insertion par le maraîchage. Menée de manière professionnelle, nous verrons que la démarche porte ses fruits. Nous sommes à Thaon-les-Vosges avec le directeur des Jardins de Cocagne. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Frédéric Fesneau, bonjour. Bonjour. Frédéric Fesneau, merci de nous recevoir ici au Jardin de Cocagne à Thaon-les-Vosges. Nous sommes dans les Vosges. Avant de faire avec vous la visite de ces jardins, j'aimerais que vous nous rappeliez ou que vous nous expliquiez comment tout ça est né. L'association des Jardins de Cocagne, c'est un réseau national, et puis en particulier ici à Thaon-les-Vosges. Oui, alors le réseau Cocagne, ça s'appelle comme ça, c'est un ensemble de jardins sur toute la France qui travaillent de la même façon en proposant un accompagnement et des contrats de travail à des personnes en grande difficulté. Avec ces personnes, on produit des légumes bio qui sont distribués à des adhérents, donc des familles qui sont consommateurs. Et puis on travaille avec le monde professionnel qui est autour du jardin. On est ancré dans un territoire en fait. Pourquoi Jardin de Cocagne au fait? Bonne question. Oui, Jardin de Cocagne, parce que on y trouve plein de belles choses sur un jardin et de Cocagne également. Bon, écoutez, on va se satisfaire de ces explications. Le mouvement Jardin de Cocagne, Frédéric Fesneau, est né à quel endroit en France? Alors, le premier jardin a été créé à Besançon par Jean-Guy Henkel, qui était le directeur de ce premier jardin, alors dans les années 91. Et puis, il a trouvé l'idée super et s'est dit, tiens, je vais essayer de la développer sur d'autres villes. Et donc nous, à Thaon-les-Vosges, c'est Jean-Claude Vorgy qui était animateur local d'insertion au conseil général, départemental maintenant, qui accompagnait donc et proposait des activités pour les bénéficiaires du RMI. Est-ce que ça veut dire, Frédéric Fesneau, que l'entrée est d'abord l'insertion professionnelle avant le maraîchage bio? C'est-à-dire que vous auriez très bien pu faire autre chose? Oui, tout à fait. Le social, l'insertion sociale est le principal objectif des jardins. Après, on a des supports, donc le support du jardin, comme tous les jardins, mais le premier objectif, c'était d'aider des personnes qui rencontraient de grosses difficultés. Et donc, les Jardins de Cocagne de Thaon-les-Vosges, Frédéric Fesneau, ont été créés, vous le disiez? Donc nous, les statuts ont été déposés en 1994, les premiers paniers et puis les premières embauches en 1995. Aujourd'hui, les Jardins de Cocagne de Thaon-les-Vosges, ça représente quelle surface et combien de collaboratrices et collaborateurs? Alors, les jardins, c'est 12 hectares sur lesquels on cultive uniquement 8 hectares sur plusieurs parcelles qui sont sur différentes communes. Donc là, on est à Thaon-les-Vosges, mais on a des parcelles sur Épinal, sur Jessé, sur Dévillers, Chavelot, Girmont. Donc, et ça représente 60 salariés maintenant. C'est une véritable entreprise. Oui, on peut le dire, une petite entreprise de 60 salariés avec 15 permanents et puis 45 personnes en contrat d'insertion. Alors, ce qui frappe surtout, Frédéric Fesneau, quand on arrive chez vous, alors pas peut-être le client ou l'adhérent qui vient chercher ses légumes, parce qu'après tout, on se gare, on va dans le local, on prend ses légumes. Ce qui est surtout frappant, c'est, j'allais dire, les coulisses. On est ici dans un bâtiment très moderne. On a ici une porte. On va y aller d'ailleurs. On va passer bien sûr la porte des tunnels. Ça contraste assez violemment avec l'image qu'on se fait à la fois de l'insertion professionnelle pour les personnes en difficulté et la bio. Oui, alors pour vous, ça peut être un contraste, mais de façon générale, nous non, parce qu'on a l'habitude, on connaît bien le milieu. Ouais. Mais on va dire pour nos concitoyens qui
connaissent pas précisément ni l'insertion ni la bio. Ouais. Alors, Pas en tant d'espèce que d'inconscience directeur collective. d'une structure d'insertion, je souhaitais vraiment ne pas faire de misérabilisme depuis le début de la création des jardins. Et donc, je pense qu'il est important d'investir régulièrement dans du matériel de qualité pour travailler avec des personnes qui peuvent être en difficulté. Parce que l'objectif premier, c'est de permettre à l'ensemble de ces salariés de retourner vers l'emploi classique. Donc, pour que le pont soit le plus court possible entre les jardins et l'entreprise classique, il faut qu'on ait les mêmes outils de production que toutes ces entreprises. Et est-ce que les personnes qui viennent travailler ici en insertion, Frédéric Fesneau, d'une part, retrouvent facilement du travail, et quand on a goûté au travail de la terre et aux produits bio, est-ce qu'on n'a pas envie finalement de rester dans ce secteur-là ? Donc oui, pour beaucoup, certains aimeraient continuer dans l'activité, sur une activité maraîchère. Malheureusement, on est dans un département où il y a très peu de maraîchers qui emploient des salariés. On a quelques entreprises, mais c'est plus des entreprises familiales, des exploitations familiales. Donc, pour certains salariés, c'est vrai qu'on n'est pas situé dans la bonne région. Après, ça ne représente que 20% à peu près des salariés qui souhaiteraient continuer dans cette activité. Les autres ont des projets professionnels qui sont complètement différents de ce qu'on fait sur les jardins. Donc on a des couvreurs qui veulent aller dans la couverture, d'autres dans le bâtiment, d'autres dans l'aide à la personne, d'autres dans la restauration. Donc c'est vraiment un passage. Pour autant, j'imagine que c'est un passage, Frédéric Fesneau, qui doit marquer quand même humainement, puisque en cultivant des produits bio, évidemment, ça convoque notre rapport à la nature, notre rapport à la terre, notre rapport à l'alimentation. C'est finalement assez puissant, non, comme outil précisément d'insertion. Oui, c'est vrai que quand Jean-Guy Henkel, le directeur du réseau Cocagne, maintenant, a trouvé cette activité support de faire du légume bio et puis le distribuer. Alors, légumes bio, donc produits de qualité, on travaille la terre, on est tous rattachés à la terre. En plus, derrière, il y a de l'alimentation. Donc, pour l'ensemble des salariés, je pense que c'est quelque chose qui est important et qui est fort. Alors, on est ici devant une... comment on appelle ça ? C'est pas une porte ? C'est une porte sectionnelle qui nous permet d'aller dans la serre. Eh bien, allons-y, on vous suit, Frédéric Fesneau. Alors, c'est impressionnant. Quelle surface de serre, là, Frédéric Fesneau ? Donc là, on a presque 9000 m² de serres chapelles. On appelle ça des serres chapelles. Donc c'est d'un seul tenant, 9000 m², ça fait 80 mètres de long et puis 80 mètres de large à peu près. Alors on a un chemin bétonné là qui permet de travailler dans de bonnes conditions. Et puis de part et d'autre, c'est blindé de légumes, on est entouré de végétaux. Qu'est-ce qu'on a là autour de nous, Frédéric Fesneau ? Alors autour, à droite on a toutes les tomates. Donc là on avait cet été à peu près 8 chapelles de tomates. Donc avec de nombreuses variétés. Là, on en a une violette, on a des tomates cerises, des jaunes, toutes sortes de formes de tomates. Des variétés anciennes aussi peut-être. Variétés anciennes également. À gauche, on a du chou chinois, on a du haricot vert, les derniers haricots verts qui permettront d'avoir cette production jusqu'au mois d'octobre, novembre à peu près. On va avancer un petit peu. On part après sur une chapelle qui est occupée par des courgettes. Donc également, on a des courgettes en plein champ, mais voilà, ce sera les dernières récoltées pour l'année 2017. Alors, une question peut-être de néophyte ou de naïf, Frédéric Fesneau. On pourrait s'attendre à ce que les légumes bio soient cultivés en plein champ et pas en serre. Alors, c'est pas une obligation. La serre permet d'être à l'abri des conditions climatiques, des difficultés climatiques qu'on peut rencontrer. On est dans les Vosges, donc le légume a besoin pour pousser de chaleur et principalement de lumière. Donc sous serre, on a ces conditions et on maîtrise plus facilement l'ensemble de ces conditions climatiques. Est-ce qu'on est dans une forme de bio-intensif au jardin de Cocagne de Thaon-les-Vosges, Frédéric Fesneau ? On s'en rapproche, du bio-intensif qu'on pouvait retrouver dans
dans les années 1870, où tous les maraîchers qui étaient autour des ceintures des villes, qu'on appelait les ceintures vertes, faisaient du maraîchage intensif pour nourrir la population des villes. Donc où on essaye de valoriser tous les espaces qu'on peut avoir sur plutôt notre... qu'intensif, il faudrait dire rationnel ou rationalisé, quoi. Oui. D'où proviennent les plants de tous les légumes que l'on voit ici? Encore une fois, on est vraiment frappé par à la fois la dimension, une image très professionnelle, et puis tout simplement la quantité de légumes phénoménale. Alors, on produit tous nos plants. Depuis le début de la création des jardins, on a toujours été producteur de plants. Donc, on fait à peu près plus d'1 million de plants par an. Donc, c'est des plants qui sont soit élevés dans des petites mottes de 4 cm de terre, ou bien en godet. On doit chanter ce que l'on aime, exalter tout ce qui est beau. C'est pour cela qu'en un poème, je vais chanter les haricots. Alors que tout repose encore, dès le premier cocorico, qu'il est doux quand vient l'aurore, de voir semer les haricots. Et puis un jour sortant de terre et se dressant toujours plus haut, vers le soleil, vers la lumière, on voit pousser les haricots. Au printemps, la rose était close, en été le coquelicot. Mais quel spectacle grandiose de voir fleurir les haricots. Plus tard, les paysans de France, s'agenouillant, courbant le dos, ont l'air de faire révérence pour mieux cueillir les haricots. Mais ces courbettes hypocrites pressaient de la main du bourreau, qui les jetant dans la marmite met à bouillir les haricots. Et lorsque vient leur dernière heure, on les serre autour d'un gigot. Et chaque fois, mon âme pleure, car c'est la fin des haricots. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours au jardin de Cocagne, à Thaon-les-Vosges, avec vous, Frédéric Fesneau. Vous êtes le directeur des jardins de Cocagne. Alors, nous sommes ici dans un bâtiment assez impressionnant, je dois dire, où se préparent des paniers. Expliquez-nous. Oui, donc on prépare des paniers toutes les semaines. Donc là, on est dans un gros hall technique où on a un tapis roulant. Et on a une dizaine de salariés qui sont en train de préparer à la chaîne des paniers de légumes de notre propre production. À la chaîne et le bio, ça colle pas tout à fait, ça, dans l'esprit des gens, non ?
C'est Non, une non, toute moi je petite trouve, chaîne. je trouve pas ça incompatible, hein. Alors oui, c'est une petite chaîne, il y a 8 opérateurs, il y a des paniers qui circulent devant chaque Mhm. salarié. Quand vous dites Et un panier, c'est une caisse en plastique en l'occurrence. Voilà, une caisse en plastique dans laquelle on met différents légumes biologiques produits sur les jardins. Alors on a là justement ces paniers enveloppés dans du papier craft. On peut jeter un œil, Ouais. Frédéric Fesneau, et puis vous allez nous dire justement quel est le contenu de ce panier Donc cette alors semaine. cette semaine, pour le petit panier, hein, on a une salade, on a de l'épinard, on a des courgettes, on a des poivrons rouges. Plus frais, c'est pas possible. Hein. Non, là c'est C'est- cueilli c'est cueilli d'hier d'hier. et de ce matin pour Mhm. certains produits. On a des haricots verts et puis des tomates, donc différentes variétés de tomates. Voilà, donc ça c'est le petit panier, hein. Et puis le gros panier est un peu plus important avec 2 à 3 produits légumes supplémentaires et puis des quantités plus importantes. Alors que deviennent ces paniers? Combien en produisez-vous et puis combien ça coûte? Alors, on en produit à peu près, des paniers légumes, on en produit à peu près 900 par semaine. C'est Ils vont être, considérable. ouais, ça ne cesse de progresser, donc Uh-huh. c'est quelque chose qui intéresse, qui est bien. Ouais. Mhm. Ça montre que les gens s'intéressent à la production locale et puis biologique par des personnes qui sont en difficulté. Donc ensuite c'est distribué alors, sur un rayon de 30 km à peu près, donc soit dans des dépôts, ça peut être des administrations, des particuliers qui mettent à disposition leur garage pour qu'on puisse déposer les paniers, et les adhérents, donc les familles après récupèrent leurs paniers dans ces dépôts. On fait quelques livraisons à domicile également. Alors un petit panier comme ça, il est à 10,50 € à peu près. Par semaine. Et puis le gros panier est autour de 18,50 €. Et donc ça veut dire qu'évidemment dans le panier, Frédéric Fesneau, on ne trouve que des produits de saison, pas de fraises par exemple en ce moment. Non. fameuses fraises de Donc, l'hiver. ouais, encore que là, on pourrait avoir des fraises remontantes, hein, Oui, mais exact. voilà. C'est uniquement des légumes de saison, donc les tomates, on va en livrer encore pendant un mois, et puis ce sera terminé. Après, les tomates, les prochaines tomates, il faudra attendre fin juin pour en avoir dans les paniers. Alors une chose quand même aussi qu'il faut préciser, Frédéric Fesneau, vous me le disiez en aparté, ce que l'on trouve dans vos paniers ici, c'est 100% jardin de cocagne de Taron-les-Vosges. Oui. Alors là, l'ensemble des produits proviennent de notre production, hein. On a 8 hectares cultivés en agriculture bio. Alors on peut avoir, on a peut-être 1% qui vient d'autres producteurs. Donc chaque année on achète des pommes de terre en bio à un producteur. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les capacités d'en produire plus, ou il n'y a pas assez de surface? Ouais, on manque de surface, et puis on achète des pommes de terre type Charlotte, de la chair ferme qu'on n'arrive pas à faire dans notre climat, c'est un peu compliqué. Et puis on achète aussi un peu de chou à choucroute, donc le chou blanc qu'on transforme par la suite ici en choucroute. Donc parce qu'on a des difficultés au niveau de la production à subvenir à cette La choucroute culture. c'est alsacienne, on le sait bien. Ouais, elle est transformée, on a appris par des Alsaciens, donc... Alors là, le personnel vient de quitter la chaîne parce que bien, c'est la pause. Qui sont les gens qui travaillent ici, Frédéric Fesneau? Alors, on a sur l'ensemble de la chaîne, là, il y avait un encadrant, et puis il y avait à peu près entre 7 et 9 personnes, donc des salariés en contrat aidé, qui sont sur des contrats courts, hein, de 4 mois jusqu'à 2 ans maximum, à temps partiel, ils font 26 heures par semaine. Et l'objectif de ce contrat, c'est de le proposer à des personnes qui sont très loin de l'emploi, qui ont rencontré à un certain moment dans leur vie une rupture, une difficulté. Donc ces personnes sont soit des bénéficiaires du RSA, soit des personnes qui sont au chômage depuis plus de 2 ans, soit des personnes avec une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc l'objectif, c'est de les accompagner tout au long du contrat de travail pour qu'ils puissent repartir sur un autre projet. Est-ce que le fait d'être impliqué comme ça et de travailler dans une
comment on dit, une exploitation, le terme n'est pas très élégant, en tout cas une structure qui produit des aliments bio. Est-ce que c'est une dimension qui est plus motivante pour eux? Est-ce que ça a un impact? L'impact qui est intéressant, je pense, c'est qu'ils vont de la production jusqu'à la distribution. Et même la consommation, parce que chaque salarié a un panier de légumes gratuitement toutes les semaines, comme un adhérent. Après, de travailler à l'extérieur, c'est quelque chose d'important, je pense, pour le développement personnel. Quand tu es à l'extérieur, c'est dans la nature, quoi. Oui, voilà, que ce soit sous serre ou dans le jardin, en plein champ. C'est bénéfique. Après, pour certaines personnes, ça peut être perturbant parce qu'on travaille avec toutes les conditions climatiques qui peuvent mettre en péril toutes les cultures en l'espace de 5 minutes. Une grêle, toute l'énergie qu'on a fournie pour développer, pour que le légume se développe, peut être réduit à rien en peu de temps. Donc pour certaines personnes, ça peut être perturbant. En plus, il faut savoir se repérer dans l'espace, mais la majorité des salariés qui travaillent sur les jardins trouvent quelque chose qui leur permet de se reconstruire en travaillant la terre. Alors, vous avez parlé de contrats aidés, Frédéric Fesneau. On sait aujourd'hui à quel point ces contrats aidés sont remis en question. Ça vous concerne, vous, directement? Et si oui, c'est la fin des jardins de Cocagne? Donc non, nous, on n'est pas concernés par la restriction des contrats aidés, étant donné qu'on est reconnu chantier d'insertion. Et l'ensemble des chantiers d'insertion sur le département, on est à peu près 26 chantiers sur le département, ne sont pas concernés par ces restrictions de budget. Pas encore? Vous avez des craintes? Non, ça fait 20 ans qu'on existe. Je pense que il y a derrière le jardin et derrière les chantiers d'insertion, il y a des résultats qui sont bénéfiques pour toutes ces personnes qu'on accompagne. Donc, je pense que c'est une mesure à suivre et qui apporte quelque chose à la société. Alors, Frédéric Fesneau, vous parliez tout à l'heure des encadrants et des encadrantes. Et bien justement, en voilà une. Bonjour. Bonjour. Votre nom, votre prénom? Nadège. Je suis Abraham Nadège. Très bien. Et vous êtes donc ici encadrante. En quoi consiste précisément votre travail ici au Jardin de Cocagne? Alors moi, j'encadre une équipe qui peut aller de 6 à 8 personnes et je suis chargée de les accompagner tout au long de leur parcours pour leur transmettre des gestes professionnels et être avec eux, leur redonner des règles de base pour qu'ils puissent plus tard travailler dans une entreprise classique. Nadège, qu'est-ce qui vous a amené ici à être encadrante au Jardin de Cocagne? Quelles sont vos propres motivations? Alors, j'étais dans un autre domaine, j'ai travaillé dans le secrétariat. Ensuite, j'ai voulu... Ça change. Oui, tout à fait, oui. J'ai voulu créer mon exploitation agricole en maraîchage et je me suis vite rendu compte que c'était plus compliqué. J'ai fait une formation, un brevet professionnel responsable exploitant agricole. Et voilà, les Jardins de Cocagne de Taon étaient l'école indispensable pour parvenir et réussir à ça. Donc, et puis le directeur m'a proposé un poste d'encadrement sur lequel j'ai accepté et qui me convient tout à fait. Ça veut dire qu'il y a un double aspect dans votre travail, à la fois une dimension très pratico-pratique, les mains dans la terre, et puis une dimension, on va dire, psychosociale. Oui, c'est ça, oui. Il y a le côté maraîchage qui me plaisait déjà bien en agriculture biologique. Et puis maintenant, d'autant plus, le côté vraiment relationnel avec les salariés en insertion. Merci Nadège. Mais je vous en prie.
Durablement vôtre, Éric Mutschler. Frédéric Fesneau, nous sommes toujours avec vous ici au Jardin de Cocagne à Thaon-les-Vosges. On disait tout à l'heure, eh bien, c'est impressionnant de vous parler de chapelle, moi j'aurais dit des serres, parce que c'est tout simplement blindé de légumes. Et puis surtout en bio, ça on le dit depuis le début. Donc ça veut dire pas de traitement, alors peut-être sauf exception, mais en tout cas des traitements autorisés le cas échéant par le cahier des charges de l'agriculture biologique. Et pourtant ça pousse. Oui, ça pousse bien. Alors, on fait très attention à la conduite de culture de l'ensemble de ces légumes. C'est une chose très importante en agriculture bio. Donc, vous voyez là, les serres, elles sont en train de s'ouvrir. Donc, pour qu'il y ait pour qu'il y ait vraiment une aération importante dans cet espace. On travaille aussi beaucoup sur le choix des variétés. On a des variétés qui sont plus ou moins résistantes à certaines maladies ou à certaines attaques d'insectes. Et puis qui sont adaptées à la région, à notre climat. Parce qu'une plante qui souffrote et qui n'avance pas va attirer tous les insectes et toutes les maladies possibles. Est-ce que, Frédéric Fesneau, vous êtes quand même à complet contre-courant de l'agriculture intensive, chimique, j'allais dire biochimique, non, clairement chimique, où on soigne plus les pathologies qu'on ne fait de l'agriculture. Est-ce que des maraîchers, d'abord, est-ce qu'il y en a encore dans les Vosges, en Lorraine et dans le Grand Est, qui sont dans le chimique, viennent vous voir? Est-ce que finalement, quand on visite vos serres, ici au Jardin de Cocagne, est-ce que ça ne perturbe pas, est-ce que ça ne questionne pas quand même sur le monde dans lequel on vit? Alors des maraîchers dans les Vosges, il y en a très peu. Après, on est de temps en temps visité par certains groupements de producteurs. Donc voilà, il y a des échanges. Après, on montre que c'est possible de cultiver en agriculture bio. Et d'avoir des cultures qui sont saines et qui produisent. En même temps, on se dit, mais quand on voit ça, on se dit, mais on marche sur la tête. C'est pas la peine d'aller dans les supermarchés, on va pas donner de marque, mais c'est pas la peine dans les supermarchés pour acheter des produits qui sont finalement presque nocifs pour la santé et pour l'environnement. On sait tous aujourd'hui ce qui arrive aux abeilles, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'on attend pour développer des structures comme ici, le Jardin de Cocagne? Alors, sous la forme que vous développez ici, mais pourquoi pas aussi d'autres formes. Qu'est-ce qu'on attend pour soutenir le maraîchage bio et local? Je sais pas ce que les pouvoirs publics attendent pour soutenir ce type d'agriculture, que ce soit le maraîchage, que ce soit l'arboriculture, que ce soit l'élevage. Ça se développe de plus en plus, l'agriculture bio, mais voilà, il y a encore énormément à faire. On s'aperçoit qu'il y a ça commence à avoir... on commence à avoir les fruits de la recherche en agriculture biologique. Mais voilà, nous, on a essuyé les plâtres il y a 20 ans. Il y en a qui ont commencé encore plus tôt. Mais il y a 20 ans, il n'y avait rien du tout. Là, on commence à avoir du matériel spécifique pour tout ce qui est désherbage et tout, qui est vraiment performant. Mais c'est très long parce que la recherche n'est pas la même que dans le milieu classique conventionnel. Alors on est ici au bout de la serre, Frédéric Fesneau. On va peut-être sortir aussi, puisqu'on parle de légumes bio, et puis aller voir ce que vous avez à l'extérieur. Oui, donc on sort de la serre et on arrive dans le plein champ. Donc là, on a 4 hectares de plein champ sur ce site à Thaon-les-Vosges. Et donc là, on arrive sur une culture de panais qui est cultivée en planche. Et puis derrière, il y a des poireaux. Il y a encore des courgettes dehors. C'est presque la fin, parce qu'avec les froids qui arrivent, la courgette ne pousse pas aussi bien. Et puis, tout au fond à droite, on a presque 1 hectare de carottes qui attendent d'être récoltées d'ici 1 mois à peu près. Alors, on s'attendait aussi, Frédéric Fesneau, à avoir peut-être plus de plantes compagnonnes. On entend beaucoup ça, parler de l'agriculture biologique. Finalement, ici, on ne saurait pas que c'est du bio. J'allais dire, c'est tellement propre qu'on pourrait se croire dans le chimique. Donc on n'est pas dans le chimique, rassurez-vous. Après, on travaille énormément sur le désherbage, parce que travailler dans un espace propre et
et joli. Pour l'ensemble des salariés, c'est que bénéfique. Hein. Après, on fait peu d'associations de culture. Hein. Ça voudrait dire une ligne de carottes, une ligne d'oignons, par exemple, une ligne de... C'est difficile, une fois qu'on est mécanisé, de faire ce type d'association. Donc après, sur l'ensemble de cette surface, il y a des rotations qui se font d'une année sur l'autre. Donc on ne reviendra pas avec les mêmes cultures sur la même parcelle. Mais dès qu'on est dans la mécanisation, on ne peut pas se permettre ces mêmes possibilités. Donc après, on a entouré le jardin de haies fleuries, fleuries et puis avec des baies qui permettent à la faune de retrouver refuge. Mais voilà, autrement, vous ne verrez pas d'association de culture sur les parcelles. Est-ce que ça veut dire, Frédéric Fesneau, parce qu'encore une fois, il faut le dire, malgré le fait qu'il n'y ait pas de produits chimiques, ça pousse, et ça pousse plutôt bien, parce que c'est plutôt à la fois très propre. Je sais que c'est un terme que beaucoup n'apprécient pas, mais voilà, ça donne un sentiment quand même de quelque chose de très maîtrisé, de très professionnel. Est-ce que ça veut dire que pour en arriver là et pour éviter les attaques de nuisibles, ça nécessite la connaissance de techniques particulières quand même? Oui, c'est un métier, hein. On ne s'improvise pas maraîcher du jour au lendemain. Donc, sur les jardins, on a la chance. La responsable de culture, c'est mon épouse, c'est Valérie. Ça aide. C'est pas cela qui aide, mais elle était fille de maraîchère, petite fille de maraîchère sur Dunkerque, donc dans la ceinture verte de Dunkerque. Donc voilà, elle a toujours vécu dedans et c'est important. Et puis après, elle est accompagnée avec... alors, il y a 7 encadrants techniques sur les jardins, donc qui sont des maraîchers professionnels qui se sont formés dans le domaine. Comment réagissent les élus, les collectivités autour de vous ici à Thaon-les-Vosges, Frédéric Fesneau? Est-ce que, d'une part, est-ce qu'ils savent que tout ça existe en vrai à Thaon-les-Vosges, au jardin de Cocagne? Et puis, est-ce que ça ne leur donne pas simplement des idées pour, encore une fois, on parlait tout à l'heure de ceinture verte, en Lorraine, on connaît tous aussi du côté du Niville, par exemple, la présence des chevaux, bien sûr, qui ont favorisé et on connaît aussi des histoires Paris, Strasbourg, etc., qui toutes étaient alimentées par des maraîchers locaux. On invente aujourd'hui le bio local, mais ça existait bien avant. Est-ce que ça ne leur donne pas envie de se dire mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse au lieu d'acheter des produits qui viennent de l'autre bout du monde? Oui, alors je pense que ça commence à rentrer dans les mœurs. Hein. Je vois, nous, on est contactés par des collèges aussi, des chefs cuistots qui se disent, tiens, on voudrait changer un peu l'alimentation des enfants. Donc le collège Clémenceau, là, par exemple, sur Épinal, se fournit avec des légumes bio du jardin, parce qu'il en avait un peu marre d'aller chez Métro et de continuer avec des produits qui venaient de loin. Et pour autant, le projet de loi, la proposition de loi qui vise à imposer 20% de produits locaux ou bio dans les cantines a du mal à s'imposer, notamment à cause du frein des sénateurs. Il faut inviter des sénateurs ici, Frédéric Fesneau. Oui, donc après, on a des partenaires. Donc la commune est un partenaire privilégié, la commune de Thaon-les-Vosges. Parce que ce terrain appartenait à la commune, ils nous le mettaient à disposition. Et en 2016, ils nous ont proposé de nous le vendre pour 1 euro symbolique. Donc ça veut dire que la commune est complètement investie dans le travail qui est fait sur les jardins. Les projets à venir, les perspectives ici à Thaon-les-Vosges, Frédéric Fesneau, au jardin de Cocagne? Alors c'est poursuivre le développement du jardin, trouver toujours des nouveautés en termes d'insertion professionnelle, de se rapprocher de l'entreprise classique. Donc c'est ce qu'on essaye tous les jours de faire. Donc c'est aussi voilà, j'appelle les entreprises à se rapprocher des jardins, à venir visiter le travail qu'on fait et puis se dire, voilà, on pourrait travailler ensemble. Est-ce qu'il y a de l'avenir aujourd'hui pour les jardins de Cocagne? Alors on pourrait se dire, finalement, on souhaite que non, puisque ça veut dire qu'il n'y aura plus personne à insérer et que tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux dans les prochaines années à venir, Frédéric Fesneau?
Alors, vous parliez d'avenir, hein, on a eu un gros projet d'investissement, hein, les cercles dans lesquels nous sommes passés tout à l'heure. On a appelé ce projet les jardins d'avenir. Donc, c'est des projets d'investissement importants qui nous permettent de continuer le travail qu'on fait en améliorant la qualité auprès des salariés, hein, avec des conditions de travail correctes, avec des outils qui puissent être réutilisés sur d'autres entreprises. C'est continuer sur 20 ans ce qu'on a pu engager depuis la création des jardins. On parle sans cesse d'unité, mais le plus souvent on est divisé. L'amour est presque futilité, la violence devenue banalité. La jalousie est une maladie qui petit à petit nous détruit, nous pousse à faire du mal à autrui, chacun pour soi, Dieu pour la compagnie. L'amour, l'espoir, le respect entre nous, j'y crois encore. Je reste persuadé que l'unité nous rendra plus forts. Si c'est une utopie, eh bien tant pis, y croire c'est ce qui nous dit, c'est ce qui nous maintient en vie. L'amour, l'espoir, le respect entre nous, j'y crois encore. Je reste persuadé que l'unité nous rendra plus forts. Si c'est une utopie, eh bien tant pis, y croire c'est ce qui nous dit, c'est ce qui nous maintient en vie. Tellement apeuré qu'on agit n'importe comment. C'est commun de voir des gens avec des mauvais comportements finalement. Qui sont les gentils mais qui sont les méchants? Les valeurs qu'on défend sont simples et pourtant se respecter, on n'y est pas du tout. L'amour apparemment ne vaut pas le coup. L'espoir reste concept flou. La réussite déclenche les jaloux, les bâtons dans les roues, les envieux, les sales coups. Difficile de rester debout malgré tout. Et même si on me prend pour un fou, l'amour, l'espoir, je reste persuadé que l'unité nous rendra plus fort. Si c'est une utopie, eh bien tant pis, y croire c'est ce qui nous dit, c'est ce qui nous maintient en vie. L'amour, l'espoir, le respect entre nous, j'y crois encore. Je reste persuadé que l'unité nous rendra plus fort. Si c'est une utopie, eh bien tant pis, y croire c'est ce qui nous dit, c'est ce qui nous maintient en vie. Les arbres qu'on déracine, la misère, la famine, les violeurs de gamines, toutes les choses abominables qu'on fait pour quelques centimes, en proie à l'extrémisme, prier devient un crime, Dieu alibi le terrorisme, tout le monde est bourreau, tout le monde est victime, tout le monde est victime, tout le monde est victime. On parle sans cette unité, mais le plus souvent on est divisé, l'amour est presque futilité, la violence devenue banalité. La jalousie est une maladie qui petit à petit nous détruit, nous pousse à faire du mal à autrui, chacun pour soi, Dieu pour la compagnie. L'amour, l'espoir, le respect entre nous, j'y crois encore. Je reste persuadé qu'unité nous rendra plus forts. Si c'est une utopie, eh bien tant pis, y croire c'est ce qui nous dit, c'est ce qui nous maintient. L'amour, l'espoir, le respect entre nous, j'y crois encore. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Frédéric Fesneau, comment devient-on directeur des jardins de cocaïne de Taon-les-Vosges? Quel est votre propre parcours? Alors, avant d'arriver sur les jardins en 96, j'ai travaillé à l'étranger principalement sur des exploitations agricoles, maraîchères, horticoles. Parce que vous aviez vous-même déjà un parcours, une formation dans le domaine agricole? Oui, alors fils de paysan, avec une formation en horticulture, donc bac pro, BTS, horticole. Et suite à cette formation, je suis parti à l'étranger en coopération en Égypte, avec les agriculteurs français du développement international. Pourquoi l'Égypte?
Après, j'ai pas trop choisi le pays. Quand on s'inscrit à l'AFDI pour la coopération. L'AFDI. Ouais, les agriculteurs français du développement international. Mmh. On peut être dirigé sur tel ou tel pays. Et donc là, c'était l'Égypte. Donc j'ai adoré. Et le projet, c'était d'accompagner des jeunes diplômés sur des cultures maraîchères et vivrières. Mmh. Donc voilà, et puis ensuite, j'ai travaillé aussi en Israël, dans des moshav, donc des fermes en coopérative, sur de la cueillette de roses, du raisin, toutes sortes de choses. Et puis ensuite, avec Valérie, mon épouse, nous sommes partis aux États-Unis faire de la production de jeunes plants de fleurs sous serre. Donc, et puis c'était en rentrant des États-Unis, après avoir passé 1 an et demi, 2 ans aux États-Unis, j'étais à la recherche d'emploi en France. Donc je ne suis pas originaire des Vosges, plus de la Bourgogne. Donc et voilà, il y avait un poste qui était à pourvoir sur ce jardin. Et voilà. Et ça fait 20 ans que ça dure. Et ça fait 20 ans que je suis à ce poste. Est-ce que ça vous a apporté, Frédéric Fesneau, ces voyages, vous le disiez en Égypte, en Israël, aux États-Unis? Est-ce que c'est pas une forme finalement de développement également personnel qui devrait être quasiment obligatoire dans le milieu agricole, histoire de voir comment ça se passe ailleurs dans le monde? Finalement, on fait bien des Erasmus dans les formations universitaires. Oui, je trouve que c'est très important. Le voyage forme l'être. Donc, alors dans l'agriculture, mais ça devrait être dans toutes sortes de métiers. Mais c'est important, on voit différents modes culturels, de modes de culture également. Donc, pour moi, c'était... Ouais, j'avais besoin de découvrir autre chose. Et quand vous ne faites pas d'agriculture bio, quand vous n'êtes pas dans le maraîchage, quand vous n'êtes pas au jardin de cocaïne de Taon-les-Vosges, à quoi occupez-vous votre temps, Frédéric Fesneau? Toutes sortes de choses. J'ai un jardin chez moi, bien sûr, plus ornemental, et puis un peu de sport. Voilà. Des jeunes qui viennent vous voir, qui ne sont pas forcément dans l'insertion, qui fonctionnent, qui sont en cours, plus ou moins liés à l'agriculture. Est-ce que vous encourageriez aujourd'hui des jeunes à s'installer dans le maraîchage, et est-ce que les jardins de cocaïne, par exemple, peuvent les accompagner? Alors, de nombreux jeunes sont passés par les jardins pour leur stage avant une installation. On a un partenariat avec Courcelles-Chaussy, qui a un centre de formation en agriculture bio, avec Roville-aux-Chênes, une école d'horticulture. Donc voilà, c'est des choses qu'on fait depuis le début. Après, s'installer en maraîchage biologique, c'est compliqué, surtout dans notre région. Ça nécessite un investissement personnel et puis financier assez important, surtout dès qu'on veut aller sur de la diversification. Je pense que c'est important aussi d'avoir de la diversification. Mais ça nécessite du matériel. Pour autant, est-ce que finalement l'État, l'Europe qui finance l'agriculture chimique, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que finalement cet argent soit réorienté vers plutôt des productions bio? Bon, après, les maraîchers n'ont aucune subvention de l'État en agriculture. Je crois que la subvention elle est de 600 € de l'hectare, donc par an. Donc c'est peanuts. Et en sachant qu'en maraîchage, on est sur des toutes petites structures. Donc un jeune qui veut s'installer avec 1 hectare, une subvention de 600 €, c'est dérisoire. Ça veut dire que c'est un vrai problème politique et un projet de société? Un choix de société? Oui, il y a à faire quelque chose si on veut qu'il y ait des maraîchers qui se développent autour des villes pour fournir une alimentation de qualité à la population. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Quand on est comme vous, directeur des jardins de cocagne de Taon-les-Vosges, on a fait ici une visite plutôt intéressante, voire passionnante, impressionnante en tout cas. J'imagine que les choses ne sont pas toujours simples. Pour autant, vous êtes plutôt quelqu'un de positif et vous avez plutôt choisi un coup de cœur. Oui, parce que on voit le bon côté des choses. La bouteille à moitié pleine.
Et donc, un de mes coups de cœur, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui adhèrent au projet social de l'association. Donc, et derrière le projet social, il y a en premier lieu l'insertion, d'aider des personnes qui sont en grande difficulté en leur proposant un travail de qualité. Et puis, c'est en même temps de se nourrir avec des légumes biologiques qui proviennent à côté de chez eux. Donc, ça veut dire, Frédéric Fesneau, que s'il y a de plus en plus de gens qui viennent au jardin de Cocagne d'une façon générale à l'alimentation bio, s'ils y viennent, c'est qu'avant, ils n'y étaient pas. Il y a donc une prise de conscience. Oui. Quel est le profil précisément, j'allais dire, des néo-clients du jardin de Cocagne, c'est-à-dire ceux que vous ne voyiez pas avant et qui viennent maintenant? Est-ce qu'il y a une spécificité de ce changement? Pas vraiment. On touche tout type de consommateurs. Alors peut-être plus de jeunes maintenant se rapprochent des jardins, donc des jeunes couples qui ont envie de consommer autrement. Après, c'est difficile on n'a jamais fait d'études sociologiques de nos adhérents, mais on touche tout type de personnes, tout type de classe sociale. C'est des gens qui prennent conscience qu'on peut vivre autrement, en s'alimentant correctement et en donnant du travail à des personnes qui en ont besoin. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un frein finalement qui est lié à l'image de la bio dont on parle souvent, le prix alors on a bien compris avec vous que les légumes que vous proposez, notamment les formules panier, c'est tout à fait dans les tarifs habituels. Et puis tiens, justement, puisqu'on a un directeur de jardin de Cocagne avec vous, Frédéric Fesneau, pourquoi dans le commerce traditionnel cette différence de prix qui est parfois étonnante, peut-être pas forcément justifiée du reste, et qui amène et qui donne une image de la bio, de produits chers, même si c'est de qualité, mais de produits chers, et puis réservés à une certaine élite? C'est peut-être, ça le devient de moins en moins. Alors bien sûr, les légumes bio sont légèrement plus chers que ce qu'on peut trouver en conventionnel, parce que derrière, il y a beaucoup plus de main-d'œuvre, il y a beaucoup plus de risques. Ça arrive d'avoir 20, 30%, 40% de pertes sur une culture, parce qu'on n'a pas les solutions pour réparer ces difficultés. Après, peut-être que c'est le prix réel aussi d'un légume. C'est 30% supplémentaire. On est parti dans une dérive peut-être de la surproduction. En même temps, on sait aussi que le conventionnel externalise ses charges, c'est-à-dire que évidemment la pollution de l'eau, par exemple, qui est générée par une exploitation de type chimique, cette dépollution va être payée par le contribuable ou le consommateur d'eau sur sa facture d'eau, ce qu'on ne retrouve pas dans l'agriculture biologique. Est-ce qu'il n'y aura pas là des mécanismes à inventer, à créer pour que précisément les gens qui consomment bio, quelque part, devraient peut-être payer moins cher? Bon, je ne vois pas ce qu'on pourrait imaginer, mais on pourrait presque envisager que je m'engage à manger bio, donc je paye moins cher ma facture d'eau. Oui, après, derrière, il y a le producteur. Je comprends votre... C'est une suggestion, comme ça, en passant. Mais après, c'est rémunérer le producteur, parce que on s'aperçoit que le maraîcher vit difficilement. Tous les jeunes qui s'installent en maraîchage bio sur le département vivent très chichement, donc... Après, c'est à savoir comment on rémunère le producteur. Dans la rémunération du producteur, il y a le prix de ces légumes qui ne peuvent pas être bradés parce que derrière, il y a un coût. Donc, c'est à trouver le juste milieu. Est-ce que ça veut dire aussi, Frédéric Fesneau, qu'il faut que le consommateur s'interroge sur son pouvoir d'achat, son pouvoir de consomme-acteur? C'est-à-dire que ça nécessite une réflexion. Oui, je pense, parce que la part du budget... dans le budget global, la part de l'alimentation diminue énormément. Au profit des produits high-tech. On n'est plus qu'à 20%, 19 ou 20% au niveau de l'alimentation sur le budget global, alors qu'il était autour de 30% il y a quelques années. Donc c'est peut-être aussi un choix. L'homme a besoin de se nourrir. Est-ce qu'on peut réduire vraiment ce budget jusqu'à
indéfiniment, je ne sais pas. Merci Frédéric Fesneau pour votre accueil ici au Jardin de Cocagne. Merci beaucoup. Pour en savoir plus sur les jardins de Cocagne, il en existe 100 répartis sur toute la France. Rendez-vous sur www.réseaucocagne.asso.fr où vous trouverez également toutes les informations sur les jardins de Cocagne de Thaon-les-Vosges. Vous avez pu écouter dans l'ordre Les haricots d'Alain Rimbourg, dit Bourvil évidemment, un disque sorti en 1953, le concerto en sol mineur, l'été bien sûr, numéro 315 dans le Riom-Verzeichnis, ici dans une interprétation très personnelle du virtuose germano-américain David de Bongartz, alias David Garrett, et enfin la chanson utopiste du Martiniquais Easy Kenega, paru sur l'album Ika Trip 2, sorti en 2013. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.